De Rouge Profond, alors Rouge Profond, bon bah Profondo Rosso quoi. Ah oui, Profondo Rosso, Alors voilà. explique-nous. Ben, en fait c'est venu de Jean-Baptiste Toré à l'époque, en 98 on s'était rencontrés à Liège, on avait créé une revue ensemble en 99 qui s'appelait Simulacre, et Jean-Baptiste, on voulait trouver le nom de l'association, et Jean-Baptiste me dit mais tu sais Profondo Rosso n'a jamais été traduit en français, ça a été traduit par les frissons de l'angoisse, et quand il m'a dit Rouge Profond, je dis ah oui mais ça va très très bien sonner, et d'ailleurs ça sonne bien je trouve. Les gens retiennent bien, et donc voilà, c'est devenu le nom de la maison d'édition. Ça fait 20 ans, et il y a l'an dernier j'ai publié comme une sorte de boucle qui se boucle les mémoires, l'autobiographie de Dario Argento, qui était ravi de savoir que ça allait apparaître en France chez un éditeur qui s'appelait Rouge Profond. Et d'ailleurs pour la page de garde j'ai choisi un rouge d'un imprimeur, d'un papetier italien, un rouge un peu de luxe, un papier de luxe, et chez Fredregoni, et Argento connaissait, il m'a dit ah oui c'est très beau, etc. Donc c'est un moment assez incroyable de voir boucler les choses comme ça. Il y a 20 ans on créait Rouge Profond, et 20 ans après on publie les mémoires de Dario Argento. Et donc pour toi Argento, il y a une affection particulière? Oui. Oui, oui, alors ça venait d'abord de Jean-Baptiste Toré, vraiment, qui connaissait par cœur Argento, qui m'a donné le goût beaucoup plus d'Argento, parce que moi je viens du milieu de la littérature plutôt que du cinéma. Je suis prof de lettres au départ, etc. Mais bon, cinéphile, j'adore le cinéma. Et Argento, moi, c'est pas du tout comme Jean-Baptiste. Moi, Argento, j'ai eu un choc avec Phénoména. Voilà. Et après j'ai découvert dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai pas commencé par la trilogie animale, par les Giallo, j'ai pas commencé par les frissons de l'angoisse, enfin Profondo Rosso. Ça a été vraiment Phénoména, Jennifer Connelly, tout ça. Le Argento un peu plus fantastique, on va dire. Et après j'ai appris à apprécier Argento aussi du côté du Giallo, du côté de l'épouvante, on va dire du maniérisme italien, des choses comme ça. Donc du coup après j'ai tout enchaîné à Argento, et je l'avais rencontré au moment où j'ai créé la revue Simulacre pour le Fantôme de l'Opéra dans le sud, parce que ça a été créé près de Marseille, et on a beaucoup discuté, etc. J'ai eu aussi l'occasion de faire un long entretien avec Asia Argento à Marseille au moment où sortait Scarlet Diva, et là aussi j'avais fait 2 heures d'entretien avec elle. Donc c'est vraiment une famille, le Noir Argento c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord, donc ouais, bah nous aussi, non. Clairement. Donc Simulacre, une revue, et tu passes donc à l'édition de livres. Alors c'était quand et avec quel ouvrage? Alors, les circonstances, Simulacre, c'est une revue qui a commencé en 99, qui s'est arrêtée en 2003. Revue un peu à la parution un petit peu chaotique, c'est-à-dire on était tous les deux, moi enseignant, Jean-Baptiste faisait beaucoup de choses en journalisme. Mais c'est un petit moment qu'on voulait faire du livre. On a créé un premier livre, un collectif qui s'appelait Why Not sur le cinéma américain. Ça c'était en 2002. Et ensuite, vraiment, Jean-Baptiste a voulu faire une revue mensuelle. Moi je lui ai dit je peux pas te suivre, je suis enseignant, c'est juste pas possible. En revanche on s'est dit on va splitter la maison d'édition en 2. Il y aura la revue mensuelle qui est devenue Panique chez lui, qui a duré 5 numéros. Et moi de mon côté je m'occupais de la partie livre. Alors quand on s'occupe de la partie livre, tout le monde peut devenir éditeur, il n'y a pas de souci. Mais moi je voulais d'emblée être en librairie. Donc ça voulait dire démarcher un diffuseur-distributeur. Donc là, il y a eu un coup de bol monstrueux. C'est que je m'étais rapproché de quelqu'un qui travaillait au métier du livre à Aix-en-Provence, qui était Christian Tartin, qui connaissait lui-même le directeur livre de Harmonia Mundi, qui est diffuseur-distributeur. Et Harmonia Mundi, ce qu'ils ne font jamais, m'a pris avec un seul livre au catalogue, donc Why Not. Ils ont dit banco, on y va, on vous prend en diffusion, distribution. Et les 2 premiers livres ont été un carton, puisque le premier livre, c'est Jean-Baptiste Toré, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, sur l'assassinat de Kennedy. Premier livre publié par Rouge Profond, prix de la critique française. Et le deuxième livre qui a beaucoup fait parler de lui, c'était le livre des scénarios de Jacques Tourneur, avec le DVD de Jacques Tourneur dedans. Et là, il y avait eu aussi à Beaubourg une rétrospective Tourneur, et j'étais venu inviter tout ça. Donc dans la même année, en 2003, ça a lancé comme ça au Rouge Profond. Et à ce moment-là, on avait lancé d'abord avec Christian la collection Raccord cinéma. Christian, lui, venait du milieu du jazz, et il a repris sa collection qu'il avait fait Birdland sur le jazz, qu'il a continué jusqu'en 2008, mais depuis 2008 en fait je suis tout seul,
à Rouge Profond. On a arrêté la collection jazz parce que je suis pas spécialiste de jazz. Et j'ai continué la collection cinéma. J'ai ouvert d'autres collections. Une qui s'appelle Débord, parce qu'on me proposait des manuscrits qui étaient en lien avec le cinéma, mais qui débordaient le cinéma, qui pouvaient aller vers la philosophie, vers les autres arts, etc. Et j'ai créé aussi une autre collection qui s'appelle Décor, là, cinéma, mais où on peut prendre le texte où on veut, avec des fragments, des journaux, etc., etc. Voilà. Donc à partir de 2003, vraiment, on peut dire que Rouge Profond est devenu une maison d'édition livre, avec une diffusion nationale, internationale, parce qu'Harmonia Mundi, c'est France, Suisse, Belgique, Québec. Voilà. D'accord, donc début fulgurant de l'édition, Voilà. Ça c'est bien. Après il faut durer, il faut publier. Faut survivre économiquement. Parce que quand vous avez un diffuseur-distributeur, il vous prend une marge, donc 57%. Mais parce que évidemment les libraires prennent la marge aux diffuseurs-distributeurs, donc il y a toute une chaîne du livre. Moi je paye mes auteurs, je fais des avaloirs, je fais des beaux livres avec des rabats, etc., et de la couleur. Mais il faut être très honnête, je ne suis pas payé par Rouge Profond. Moi je suis enseignant dans l'éducation nationale, mon temps plein est au lycée et puis à la fac, donc je fais ça en plus. Et je paye très bien les maquettis, je paye très bien l'impression, les auteurs je pense les payer correctement, j'aimerais les payer plus mais c'est toujours pareil, mais du coup ça vit, actuellement ça vit bien, mais ça vit parce que j'ai un métier à côté. D'accord. Voilà, très clairement. Et je suis tout seul. Ah oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu choisis un titre? Ouais. Bon, j'imagine que tu en refuses. Donc c'est quoi le déclic Ça c'est une très bonne question parce que ça fait le 100e livre là que je publie et en fait on m'a dit mais Rouge Profond a vraiment une grosse cohérence éditoriale. Alors elle est liée à moi hein, évidemment, mais en cinéma elle a une grosse cohérence éditoriale parce que je me suis aperçu qu'en fait j'avais trois orientations. Il y a une orientation patrimoniale. C'est-à-dire que j'aime bien faire des livres, les 3 volumes sur le Hollywood, le livre de DVD de Jack Turner où je donne un document, le livre journal sur Suicide Badassong, les choses comme ça. Évidemment, Midi Minuit Fantastique. Oui, on va y revenir. Donc le côté patrimonial où je veux redonner, grâce à Nicolas Stanzik et Michel Camp, une visibilité à une revue qui a marqué l'histoire de la revue et du cinéma. Donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, je suis vers quelque chose de plus esthétique, c'est-à-dire analyse de l'image, tout ça. Michel Simard avait dit à l'époque dans, je sais plus quelle émission sur France Inter, mais peu importe, que Rouge Profond était un grand éditeur de cinéma parce qu'il proposait beaucoup de photogrammes qui permettaient de faire la lisibilité du texte en lien avec les images. Et il trouvait ça appréciable. Et c'est la marque de fabrique de Rouge Profond, vraiment. Beaucoup d'iconographie, de photogrammes. Et analyse esthétique, parfois un peu poussée, hein, parfois un petit peu technique. Mais voilà. Et le troisième volet, c'est de donner beaucoup la parole aux créateurs, aux cinéastes. Donc je fais beaucoup de livres d'entretien. Beaucoup. Les entretiens avec Paul Verhoeven, avec Yoshi Kurosawa. Et même quand il y a des livres qui sont sur eux, ils participent, comme Guillermo del Toro, le livre d'entretien avec Nanni Moretti, voilà. Donc vraiment trois champs, et mes goûts sont personnels, c'est-à-dire le genre m'attire naturellement. J'ai toujours baigné, moi je viens de la littérature, j'ai écrit beaucoup sur Stephen King, Clive Barker, etc. en littérature, et j'ai toujours été baigné en cinéma par le genre, mais ça peut être aussi des coups de cœur. Enfin, Brissot par exemple, pour moi c'était évident de faire un gros livre sur Brissot, un livre d'entretien avec Emmanuel Mouret, le premier livre sur Bruno Dumont, voilà. Donc c'est très éclectique, et c'est vrai que là à l'heure actuelle depuis 2-3 ans je reçois à peu près 1 à 2 propositions de manuscrits par semaine. Ouais, si je fais la moyenne, hein. Et j'en refuse beaucoup. Alors par exemple je dis, je ne serai pas l'éditeur qui va faire le énième livre, c'est pas que je ne les aime pas, hein, mais le énième livre sur Alain René, Godard, etc. Et j'ai refusé des grands noms, hein, je dirais pas lesquels, mais dont certains sont vexés, mais je leur ai dit mais parce que c'est pas ma ligne éditoriale, j'ai rien contre vous, proposez-moi un autre livre sur un autre cinéaste, mais je vais pas aller là. Moi par contre je fais des livres sur Sonotion, le livre que je prépare sur Catherine Bigelow, le livre sur Zemkis, des cinéastes qui n'ont pas eu de livre encore. J'ai entendu 3 scoops là. Oui. Sonotion, Zemeckis, Bigelow. Oui. Attirant quand même, hein. Et un livre d'entretien avec Walter Hill. Ah ouais, ah voilà. Ah non mais là je suis plein jusqu'à 2021, mais il y a plein de livres incroyables qui vont arriver. Et voilà, je suis plutôt là-dedans. Un livre d'entretien avec Lucas Belvaux.
c'est pas très attendu, des choses comme ça, peut-être avec un livre sur Yves Boisset, enfin, voilà. Et j'essaye d'être là-dedans, comme le premier livre qui a été fait sur Guillermo del Toro, c'était nous. Et après, Guillermo del Toro a éclaté complètement, il a eu les Oscars, etc. Et je me rappelle en 2010, quand on avait fait le livre d'entretien avec Paul Verhoeven, je l'avais envoyé à la presse, il y avait un journal qui l'avait chroniqué. Mais depuis elle, Paul Verhoeven, tout le monde l'encense, etc. En France, oui, donc voilà. Alors, il y a une énorme pavé de Jean-Pierre Andrevon. Donc raconte-nous l'aventure, parce qu'il faut le porter. Hein. Oui, mais c'était énorme. Jean-Pierre Andrevon m'avait contacté. Alors il s'avère que j'ai une grande admiration pour Andrevon, écrivain. Et donc j'avais lu déjà plusieurs recueils de nouvelles, des livres, etc. Donc quand il m'a contacté, je suis allé à Grenoble le voir. J'ai été complètement inconscient de lui dire oui, parce que c'était 8 millions de signes, hein, que j'ai tout lu, tout corrigé. Il reste des coquilles, mais voilà. Ça nous a pris à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. La mise en forme, trouver l'imprimeur. Donc on est allé vers la Rolls-Royce de l'imprimerie en Italie, à Vérone. Trouver l'intégral, c'est-à-dire, vous savez, c'est le doublage cartonné pour que ça puisse tenir 4,3 kg. Donc voilà. Et ça tient. Et ça tient, oui. Par contre, faut pas le lire dans le lit. on risque de mourir écrasé. Mais il s'avère que c'est un livre que j'avais tiré, je ne sais plus, à 2000 ou 2500 exemplaires, juste avant Noël. Et en fait, j'ai fait une erreur, mais j'étais un peu novice. Alors, en un mois, ça s'est épuisé. Et en fait, le retirage coûte cher. Et je l'aurais tiré tout de suite à 4000 ou 5000 exemplaires, ça aurait été fait un gros problème de trésorerie, mais aujourd'hui ce serait hyper bénéficiaire. Donc je l'ai retiré, évidemment, mais je dis pas que c'est un livre qui m'a coûté qui me fait perdre de l'argent, mais il n'a pas rapporté ce qu'il aurait dû rapporter. Mais je suis très fier parce que ça a donné une visibilité. En fait, il y a 3 types de livres qui ont fait basculer Rouge Profond dans un niveau supérieur. Ça a été la trilogie Hollywood de Pierre Berthaumieux, les 3 volumes. Le premier volume a eu le prix de la critique de cinéma. En fait, j'ai eu 4 livres qui ont eu le prix de la critique de cinéma. Ça a été le Andrevon et ça a été le Midi Minuit. Alors j'y arrivais. Voilà, belle transition. Donc midi minuit. Alors voilà, bon, on en a 3 sur 4. Ils sont splendides, ils sont magnifiques. Nicolas Stanzi qui a fait un travail phénoménal. Comment ça a démarré cette aventure? Alors c'était Nicolas Stanzi et Michel Kahn qui étaient vivants encore à l'époque qui m'ont contacté. Ils avaient contacté d'autres éditeurs mais ça démarrait pas. Là aussi un peu inconscient. En fait, je pense que j'ai l'inconscience du fait que je comprends certaines maisons d'édition, c'est-à-dire j'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de salarié. Et si j'ai un problème, c'est moi qui complète financièrement. Donc j'y suis allé. C'est très onéreux. Cette trilogie me fait perdre de l'argent, encore aujourd'hui, mais relativement, on va dire. Parce qu'on est plusieurs acteurs dedans. Il y a aussi Softprod qui produit le DVD et qui fait un travail formidable avec Erwan Legac et tout ça. Derrière le CNC, les archives du cinéma nous suivent. Mais c'est un livre qui est très cher à fabriquer, qui est, dès que vous mettez un DVD dedans, c'est de la main d'œuvre, donc évidemment le coût. Vous le blisterisez, le coût, etc. Donc voilà. Mais c'est pas grave parce que Nicolas, il est tout jeune, mais il a fait un travail formidable de recherche. Il a recherché toute l'iconographie. Alors il est allé fouiller, Michel Kahn lui a ouvert ses archives, mais ensuite quand les archives manquaient, on a approché Alain Bouteiller, on a approché Venise, des documentalistes qui ont les originaux, parce qu'il faut savoir que Midi Minuit Fantastique, dès le début on a dit on va pas faire du facsimilé. Voilà, mais c'est ça le truc énorme, c'est que c'est pas du facsimilé, tout est refait quoi. Tout est refait. Nos maquettistes qui sont hyper doués, mais vraiment extraordinaires, ils ont pris à la fois l'esprit Midi Minuit, ils ont corrigé des erreurs en termes de maquette, ce qu'on appelle du gris, de l'espace, etc. On a tout calé, tout remaquetté, tout repris les images qui existaient en couleur. À l'époque, on les a passées en couleur parce que la revue publiée en noir et blanc. Donc quand elles existaient en couleur, on les a remplacées par des images en couleur. On a rajouté le milieu, l'entracte, avec des textes inédits, des préfaces, la préface d'Edith Cobb, la préface de Barbara Steele, etc. Donc c'est vraiment une entreprise dont on est très très fier. Et le 4e volume, qui devrait être là en 2021, va être monstrueux parce que ça sera les derniers numéros plus
le double, le fameux inédit. voilà, plus le double numéro qui existait en termes de texte, mais qui n'a jamais été publié parce que Joël Losfeld, qui est Terrain Vague, je crois, et qui hébergeait Midi Minuit, se sont cassés la gueule, ils n'avaient plus l'argent. On a les textes, et là, Nicolas et moi, enfin, surtout Nicolas, parce que c'est lui le maître d'œuvre, on est absolument excités de faire la maquette à la Midi Minuit, mais en inventant la maquette. Donc ça va être quelque chose d'extraordinaire. Fabuleux, on attend, on est vraiment impatients. Alors, une histoire un peu triste, c'est que tu me dis que tu gagnes pas d'argent sur Midi Minuit, et le volume 1 maintenant atteint des sommes astronomiques. On peut espérer le rééditer à l'occasion du 4 Alors, pour l'instant, absolument pas. Mais il est vrai, on en parle hein, évidemment avec Nicolas. On va voir en 2021. Je vais voir si je peux avoir des aides ou autre. Mais si on peut imaginer une sorte de méga collector, soit un coffret ou soit... Peut-être que je ferai des efforts à ce moment-là, en isolant quand même le 1, parce que je voudrais pas prendre en otage les lecteurs qui ont déjà les autres. Mais là vraiment, il faut que je trouve une manne financière. Enfin, mais peut-être qu'il peut y avoir des aides à ce moment-là. Tu as pensé à un financement participatif? Alors, moi, on me le demande souvent. Je ne veux pas me lancer dans un financement participatif, pas du tout parce que je n'aime pas ça. Moi-même, j'y ai participé. Mais parce que je me dis que, en tant qu'éditeur, je suis là aussi pour prendre les risques. Et que je ne veux pas, comment dire, anticiper l'achat vis-à-vis des gens. C'est une question d'éthique personnelle. Donc, je veux trouver moi les solutions à part. Après, si dans la dernière extrémité, si j'ai vraiment beaucoup de gens qui me disent mais on serait prêt à... Peut-être je changerai d'idée à ce moment-là. Voilà. Parce que c'est vrai que la maquette du 1 existe maintenant. Il suffirait de la retirer. Mais c'est un coût. Voilà. Si entre-temps je gagne beaucoup d'argent avec un titre Rouge Profond, pour moi ça ne me pose pas de problème. D'accord, donc avis aux acheteurs, achetez du Rouge Profond pour espérer revoir un jour le volume 1 de Midi Minuit. Ah, non mais tout à fait, c'est une question d'équilibre, d'économie, parce que ça me permet de faire les livres que je fais constamment. Beaucoup de gens me disent, mais des éditeurs me disent, mais comment tu arrives à proposer ces livres-là à ce prix-là, tout en couleur, avec les photogrammes? Premièrement parce que je ne me paye pas, mais c'est vrai que beaucoup de livres, je devrais les sortir à entre 5 et 10 euros de plus. À l'unité, mais j'ai pas envie ça non plus, de ce côté là je suis un peu atypique, et voilà, enfin. D'accord, et donc pour finir, 100e édition, Ouais. donc tu sors un numéro spécial, un livre en fait, pardon, oui, un livre. Ouais, alors là je suis très fier et ça, je pense que je vais avoir un peu des frictions parce que ce 100e livre, l'idée m'est venue assez vite de faire un livre 100 et je me suis dit mais qu'est-ce que ça pourrait être comme idée, est-ce que c'est un classement, vos 100 films, etc. En fait j'ai vraiment entendu l'idée que c'était Rouge Profond sur les photogrammes, donc je me suis dit 100 plans, tu demandes à tes auteurs, à tes amis proches, parce que je n'ai pas 100 auteurs, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit 3 ou 4 livres chez moi, des auteurs qui ont malheureusement disparu entre temps, donc j'ai demandé à des proches, à mes filles, à plein de gens, j'ai demandé à Mauvais Genre, aux gens de Mauvais Genre qui me suivent depuis le début, Christophe Beer, François Angelier, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo de Bad Movies, enfin plein de gens comme ça qui ont complété, de choisir un film, un plan, d'écrire ce qu'ils veulent, je leur avais donné le calibrage, d'écrire ce qu'ils veulent sous la forme d'un poème, et j'ai eu les 100. Et ça a été extraordinaire. Enfin, et Gilles et Yuta, qui sont des maquettistes, surtout Yuta, s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont fait une maquette magnifique. J'ai repris le papier que j'avais utilisé pour Peur de Dario Argento, qui est un papier un peu plus de luxe. Je suis assez excité parce que je sais pas ce que ça peut faire. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Rouge Profond, qui vont le vouloir. En plus j'ai fait un carnet collector qui va avec. Forme des images avec la bibliothèque du cinéma m'ont donné une carte blanche. Je vais présenter le 100 et je fais une conférence sur James Cameron parce que moi-même je vais écrire pour 2020-21 un livre sur James Cameron et j'ai déjà fait plusieurs conférences sur James Cameron au cinéma, donc je fais une conférence d'1h30 et les gens seront là, il y aura le 100, enfin c'est une fête quoi. Et donc je vais faire aussi plusieurs choses comme ça, plusieurs rencontres dans toute la France. Là on voit avec l'Institut Lumière, je fais aussi à Aix-en-Provence, à Marseille et ça se termine en apothéose à La Rochelle avec la signature par Dario Argento de son nouveau recueil de nouvelles, voilà, début juillet. Et toute l'année, je vais fêter aussi les 20 ans de Rouge Profond. Voilà. D'accord, donc ouais, le scoop, c'est aussi donc la sortie
du recueil de nouvelles du maître, du maestro Dario Argento. Alors tu nous en dis un petit peu plus? Oui, c'est un recueil qui est paru l'an dernier en Italie, publié par Mondadori, grand éditeur italien, dont un recueil de 6 nouvelles, parce que Dario Argento n'arrive plus à réaliser, il retourne vers ce qu'il a fait à ses débuts, c'est-à-dire l'écriture, beaucoup. Il était scénariste, il était critique de cinéma, il écrivait énormément, et dans les mémoires, il raconte bien qu'il lisait beaucoup, qu'il écrivait beaucoup, et actuellement, comme il est peiné de ne pas trouver le financement de ses films, il revient vers l'écriture, et je dois dire que j'étais agréablement surpris, parce que on se souvient, Toby Hooper a fait un roman qui était moyen, et là les nouvelles c'est Dario Argento, vraiment son univers, sont 6 nouvelles très visuelles qui brassent ces thématiques préférées, privilégiées, l'ésotérisme, les sorcières, les enquêtes qui virent Giallo, une nouvelle sur une île de Singapour avec des démons, et la première nouvelle qui est magnifique, il écrit à la première personne, il se met en scène Dario, et il visite le musée des Offices, et c'est au moment où il faisait ses recherches pour le syndrome de Stendhal, et il imagine, au début ça commence autobiographique, en fait, ça vire fiction, il imagine que les toiles se mettent à vivre, à bouger, et notamment une toile de Botticelli, une toile avec un nain, etc. Et voilà, donc et c'est la première nouvelle qui ouvre le recueil, c'est une manière de rentrer. Il y a une nouvelle sur Gilles de Rais. Voilà, donc qui est assez sulfureuse, voilà, et c'est très bien écrit, c'est simple, c'est direct, et Guillermo del Toro, j'ai repris les mots de Guillermo del Toro qu'il a lu, a dit vraiment qu'il était très heureux de lire, parce que Guillermo del Toro et Dario Argento s'adorent. Quand je suis allé sur le tournage de Crimson Peak à Toronto, que Guillermo del Toro m'avait invité, je lui avais apporté Midi Minuit Fantastique, il m'a dit ah, c'est exceptionnel, il adore, et après il m'avait fait visiter le plateau de tournage qui est la grande maison gothique, et quand je suis revenu je lui ai dit écoute Guillermo, quand je vois ça me fait penser énormément au Giallo italien, Mario Bava, tout ça. Il me dit, il fait apporter la tablette où il y a plein d'éclairage, et il dit là tu vois, ce sont mes 2 maîtres italiens de la lumière et de la couleur, Mario Bava, Dario Argento. Il me dit mais ce sont les maîtres, et lui-même dit voilà qu'il est énormément influencé par ces gens, et moi je suis tellement heureux d'avoir publié le premier livre sur sur Guillermo del Toro, le livre des mémoires, et là un livre où il va y avoir une sorte de postface, un commentaire de Guillermo del Toro, comme si la boucle était bouclée. Encore une fois, c'est toujours des rencontres incroyables. Super histoire. Ouais. Voilà. Alors, dernière question, on est au Bloody Weekend, ça fait longtemps que tu viens, toi, tu as un stand de... Non, alors c'est la 3e année. Ouais, et je suis très surpris de l'engouement, de la ferveur, de la gentillesse, de plein de choses ici, où en plus on rencontre des gens passionnés, mais pas du tout sectaires. C'est ça qui est intéressant, parce que moi j'aime tous les cinémas, je suis plutôt dans le cinéma de genre, mais je peux passer de David Lynch à Fulci, à Bergman, enfin voilà, et du coup on discute avec plein de gens. Je trouve que avoir réussi à implanter au Audincourt un salon d'une telle qualité, avec des personnalités du cinéma qui sont là, je trouve ça extraordinaire, mais vraiment. Voilà, on est très heureux de t'avoir vu. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir.